Mes mains dégoulinaient encore de l'eau de vaisselle lorsque la notification a illuminé la cuisine silencieuse. C'était un débit pour un surclassement ensuite pantouse en Europe, autorisé par une femme qui traitait mon compte en banque comme son fonds fiduciaire personnel. J'ai fixé l'écran pendant une seconde exactement. Puis j'ai appuyé sur annuler la carte. Pas la geler, pas la suspendre, l'annuler. La vibration qui a suivi n'était pas seulement une confirmation. C'était le son d'une guerre qui commençait. Je m'appelle Yana Aberton, et jusqu'à il y a 10 minutes, la seule chose qui consommait mon énergie mentale était la tache de graisse tenace sur l'îlot en granit de ma cuisine. Je me tenais au centre de mon appartement à Cedar Harbor, dans le Massachusetts, profitant du genre de silence pour lequel il faut payer un supplément dans cette ville. Le lave-vaisselle vrombissait de son bourdonnement bas et rythmé, un battement de cœur mécanique qui signalait généralement la fin d'une longue journée. Dehors, la pluie s'abattait contre les baies vitrées, transformant les lumières du port en traînées diffuses de gris doré. C'était un mardi. C'était ennuyeux. C'était parfait. Je me suis essuyé les mains sur un torchon, le tissu rêche contre ma peau humide, et j'ai attrapé mon téléphone. Il était posé face vers le haut sur le comptoir, noir et silencieux, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. L'écran s'est allumé. Ce n'était pas un message texte. Ce n'était pas une alerte d'actualité. C'était une notification push de mon application bancaire. Celle liée à la carte Onyx principale, la carte noire. Celle que je payais. Celle pour laquelle je remplissais les conditions. Celle qui représentait 15 ans à gravir les échelons de l'entreprise en gestion des risques pendant que mon mari, Evan, cherchait encore ce qu'il voulait faire quand il serait grand. J'ai fixé la notification. La lumière bleue de l'écran semblait percer la douce chaleur de la cuisine. Alerte de transaction, surclassement ensuite pantouse plus service de conciergerie plus sélection de champagne millésimé. J'ai cligné des yeux. Le montant était stupéfiant. 4 800 $. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé de traiter la géographie. Le lieu du commerçant indiqué était un hôtel à Vienne. Pas Vienne, en Virginie. Vienne, en Autriche. J'ai ri. Un son court et sec qui a résonné contre le réfrigérateur en acier inoxydable. Ce devait être une erreur. Un bug dans l'algorithme. Une carte clonée utilisée par un pirate informatique dans une cave en Europe de l'Est. J'ai balayé la notification pour ouvrir l'application, prête à appuyer sur le bouton et signaler une fraude et à poursuivre ma soirée. Mon pouce planait au-dessus de l'écran. Mon rythme cardiaque était stable. Je gère le risque pour vivre. Je traite des anomalies dans les données financières chaque jour chez North Glass Risk System. Ce n'était que des données. Puis j'ai vu les détails de l'utilisateur autorisé. Le sang a quitté mon visage si rapidement que j'en ai eu le vertige. Je me suis agrippé au bord du comptoir en marbre pour me stabiliser. Le nom sur la transaction n'était pas une chaîne de code aléatoire. Ce n'était pas mon nom et ce n'était pas le nom d'Evan. Il était écrit « Monsieur Whitlock, autorisé par Marjorie, ma belle-mère ». J'ai senti un froid se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec les courants d'air des fenêtres. J'ai réduit l'application bancaire et ouvert ma conversation par message avec Evan. Son dernier message, envoyé il y a 3 heures, était là, anodin et accablant, je vais en réunion avec les associés maintenant. Ça va finir tard. Ne m'attends pas. Je t'aime. Une réunion avec les associés. J'ai regardé l'horodatage. S'il était à Cedar Harbor, ou même à Boston, une réunion avec les associés à 19 h était plausible. Mais si cette dépense à Vienne était réelle, et s'il était avec sa mère, alors il n'était pas en réunion. Il était à 6 fuseaux horaires de distance, en train de boire du champagne qui coûtait plus cher que ma première voiture. Je suis retourné à l'application bancaire. Mes doigts étaient froids maintenant, maladroits. J'ai navigué jusqu'à la section de gestion des cartes. Je devais voir la structure. Je devais voir les autorisations. Là, niché sous mon compte principal, se trouvait une nouvelle icône que je n'avais jamais vue auparavant. Une carte supplémentaire. Statut, active. Émise, il y a 48 heures. Limite de dépenses, illimitée. Je n'avais pas demandé cela. Je n'avais pas signé de formulaire. Je n'avais pas parlé à un banquier. Pourtant, elle était là, un parasite numérique attaché à ma ligne de crédit. Le téléphone dans ma main a soudainement vibré, violent et bruyant dans la cuisine silencieuse. J'ai sursauté. Un numéro est apparu à l'écran.
C'était un numéro international avec un indicatif de pays autrichien. Je l'ai fixé. Le téléphone a vibré contre ma paume, exigeant de l'attention. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il passe à la messagerie vocale. 2 secondes plus tard, il a sonné à nouveau. Cette fois, la photo du contact a rempli l'écran. C'était une photo de Marjorie lors de son dernier gala de charité, tenant une flûte en cristal, arborant ce sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Appel entrant, Marjorie Whitlock. Elle m'appelait. Elle m'appelait tout en dépensant $5000 de mon argent dans une chambre d'hôtel de l'autre côté de l'océan. L'audace pure de la chose m'a coupé le souffle. Elle n'appelait pas pour s'excuser. Marjorie Whitlock ne s'excusait pas. Elle appelait parce que la transaction avait également déclenché une alerte de son côté. Et elle voulait s'assurer que je ne ferais rien d'irréfléchi. J'ai mis l'appel en sourdine. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Il a vibré à nouveau. Un message texte d'Evan. Chérie, est-ce que tout va bien avec la banque? La carte a un comportement bizarre. Bizarre, ai-je murmuré à la pièce vide. Oui, c'est hilarant. J'ai repris le téléphone. Mais je n'ai pas ouvert son message. Je n'ai pas ouvert le message de Marjorie. Au lieu de cela, j'ai composé le numéro au dos de ma carte physique, le numéro de l'équipe de soutien pour la fraude et la conciergerie. C'était la ligne dédiée aux clients fortunés. Pas de musique d'attente, pas de robot. Bonsoir, Madame Aberton, a dit une voix instantanément. C'était une voix d'homme, polie, nette, et totalement dénuée d'émotion, exactement comme je l'aimais. Je vois que vous appelez depuis votre appareil enregistré. Comment puis-je vous aider ce soir? J'ai une alerte de transaction, ai-je dit. Ma voix était stable. Cela m'effrayait de voir à quel point elle était stable. J'avais l'air de commander une pizza. $4800. L'hôtel Impérial, Vienne. Un instant, s'il vous plaît. Il y a eu le léger bruit de frappe. Oui, je le vois. La transaction a été autorisée par puce et code confidentiel au terminal physique par le titulaire de la carte supplémentaire, Madame Marjorie Whitlock. Je n'ai pas demandé de carte supplémentaire pour Marjorie Whitlock, ai-je dit. La frappe a cessé. Je vois. Selon nos dossiers, la carte a été émise suite à une demande numérique utilisant un document de procuration archivé. Mis à jour il y a 2 jours. La pièce a semblé basculer. Une procuration. Je me suis souvenu des papiers que Marjorie m'avait mis sous le nez il y a 6 mois quand j'étais à l'hôpital pour une intervention chirurgicale mineure, assommée par les analgésiques et l'épuisement. Juste pour les urgences, Liana, au cas où quelque chose t'arriverait et qu'Evan ne pourrait pas accéder au compte. J'avais signé. Je leur avais fait confiance. Et maintenant, ils avaient transformé ma confiance en arme pour surclasser une chambre d'hôtel. Madame Aberton, a demandé l'agent. Êtes-vous toujours là? Je suis là, ai-je dit. Puisque l'utilisatrice est actuellement à l'étranger et que la carte est active, nous pouvons placer un gel temporaire sur le compte. Cela suspendra la possibilité d'effectuer de nouvelles transactions pendant que nous vérifions les documents d'autorisation. Souhaitez-vous geler la carte? Un gel. Un gel était temporaire. Un gel était un bouton de pause. Un gel signifiait que dans 10 minutes, Evan m'appellerait, paniqué, inventant une histoire sur le fait qu'il avait perdu son portefeuille et que sa mère l'aidait simplement. Un gel signifiait que Marjorie prendrait le téléphone et expliquerait que tout était un malentendu, qu'elle me rembourserait, que j'étais dramatique. Un gel était une invitation à la conversation. J'ai regardé l'évier. L'eau du robinet gouttait. Une goutte toutes les 3 secondes. J'ai pensé au message texte, je vais en réunion avec les associés. J'ai pensé à la notification, suite Pantouse. Ils ne volaient pas seulement mon argent. Ils insultaient mon intelligence. Ils pensaient que j'étais un portefeuille. Ils pensaient que j'étais la partenaire silencieuse de ma propre vie, celle qui payait les factures et regardait ailleurs parce que j'avais trop peur d'être seul. Non, ai-je dit. Je vous demande pardon, a demandé l'agent. Je ne veux pas la geler, ai-je dit. Je ne veux pas la suspendre. Je veux l'annuler. Annuler la carte supplémentaire? Non, ai-je dit, ma voix se durcissant en acier. Annuler le compte. Le compte entier. Le signaler comme compromis. Le fermer. Madame Aberton, la voix de l'agent a perdu une fraction de son vernis.
Si j'annule le compte principal, toutes les cartes supplémentaires seront immédiatement invalidées. Toutes les autorisations en attente seront refusées. L'hôtel à Vienne a probablement placé une retenue substantielle pour la durée du séjour. Cette retenue sera inversée, et la garantie de réservation échouera. S'ils sont en train de s'enregistrer, la carte sera rejetée. Je comprends les conséquences, ai-je dit. Êtes-vous sûr? Rétablir ce statut prend du temps. J'ai regardé la pluie qui maculait la vitre. J'ai regardé l'appartement vide que je payais. J'en suis sûr, ai-je dit. Faites-le. Très bien. Annulation en cours de traitement. J'ai entendu un clic, puis un autre clic. Le compte a été fermé. Une nouvelle carte sera envoyée à votre résidence principale dans 3 à 5 jours ouvrables. Y a-t-il autre chose? Non, merci. J'ai raccroché. Le silence dans la cuisine était absolu, mais seulement pour une seconde. Puis l'écran de mon téléphone a explosé. Notification, transaction refusée, l'hôtel impérial. Notification, transaction refusée, service de conciergerie. Notification, garantie de réservation échouée. Veuillez mettre à jour la méthode de paiement immédiatement. C'était une cascade de bannières rouges. Une cascade de rejets. Je les ai regardées défiler, l'une après l'autre. Quelque part à Vienne, une réceptionniste levait les yeux de son écran d'ordinateur, offrant un sourire poli mais ferme. Quelque part à Vienne, Marjorie plongeait la main dans son sac Chanel, le visage rougissant. Quelque part à Vienne, Evan réalisait que le voyage gratuit venait de heurter un mur. Le téléphone a vibré si fort qu'il a cliqueté contre le granit. Un message d'Evan, Liana, décroche le téléphone maintenant. Un autre message, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Je n'y ai pas touché. J'ai juste regardé les notifications s'empiler comme des briques. Puis l'icône de la messagerie vocale est réapparue. Marjorie. J'ai appuyé sur lecture. J'avais besoin de l'entendre. Sa voix a rempli la cuisine. Elle était douce, cultivée, la voix d'une femme qui siégeait à 3 conseils d'administration de charité différents. Mais sous la douceur, il y avait une lame de rasoir. Liana, ma chérie, a-t-elle dit. Le signal était clair, mais je pouvais entendre le bruit de fond, le cliquetis des couverts, le murmure d'un hall d'hôtel animé. Tu viens de faire quelque chose de très terrible. Je suis à la réception et ils disent que la carte est invalide. C'est embarrassant, Liana. Règle ça. Rappelle-moi tout de suite. Le message s'est terminé. Je suis resté là, dans la cuisine sombre, la chaleur fantôme de l'eau de vaisselle encore sur mes mains. J'ai regardé le téléphone. Marjorie n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air agacée. Elle avait l'air d'une enseignante réprimandant un élève qui avait oublié ses devoirs. Elle pensait que c'était un caprice. Elle pensait que je faisais une scène. Elle pensait que si elle utilisait ce ton, celui qui mélangeait la déception et l'ordre, je paniquerais et rappellerais la banque pour m'excuser. Elle n'avait absolument aucune idée à qui elle avait affaire. J'ai 34 ans et ma description de poste chez North Glass Risk System consiste à regarder un gratte-ciel et à n'y voir que le potentiel de fatigue structurelle. Tandis que d'autres admirent la vue ou l'architecture, je calcule le cisaillement du vent, les limites de charge et la probabilité d'une défaillance catastrophique. Ce n'est pas une vision du monde pessimiste. C'est une vision protectrice. On ne peut pas réparer une fissure dans les fondations si on refuse de reconnaître que le béton se fissure. Dans mon mariage avec Evan et Roer, j'ai appliqué la même philosophie, bien que j'ai été beaucoup moins honnête avec moi-même sur les résultats. Evan était la façade de notre opération. Il avait 36 ans, beau d'une manière qui semblait sans effort, avec le genre de charme enfantin qui poussait les serveurs à lui offrir des apéritifs gratuits et les clients à signer des contrats qu'ils n'avaient pas entièrement lus. Il était directeur des ventes pour une petite entreprise de logistique, un travail qui exigeait beaucoup de poignées de main, beaucoup de dîners et très peu de planification logistique réelle. Il flottait dans la vie sur un nuage de charisme, supposant que le sol dur ne se lèverait jamais pour le rencontrer parce que j'étais toujours là pour le pavé avant qu'il n'atterrisse. J'étais la comptable. J'étais celle qui se souvenait des anniversaires. J'étais celle qui se souvenait de changer les filtres à air. Et plus important encore, j'étais celle qui gérait l'argent. Les gens voient une lourde carte en métal noir, le niveau Onyx, celle qui fait un clac distinct lorsque vous la déposez sur un terminal de paiement, et ils supposent que cela signifie de l'argent de famille. Ils supposent des fonds fiduciaires et des héritages.
Ils ont tort. Cette carte était un monument à ma propre discipline. Elle représentait un score de crédit de 850. Elle représentait 12 ans de semaines de travail de 60 heures, des investissements judicieux et un refus de reporter un solde. Ce n'était pas un jouet. C'était un outil. Mais pour ma belle-mère, Marjorie Whitlock, c'était une baguette magique. Marjorie vivait à Brighton Glen, un code postal où les allées étaient chauffées et les secrets enterrés sous des couches de pelouse chimiquement parfaites. Elle était la présidente de la Société locale de préservation historique et siégeait au conseil d'administration de 3 œuvres de charité différentes. C'était une femme qui croyait que l'apparence était la seule réalité qui comptait. Si vous aviez l'air riche, vous étiez riche. Si vous souriez poliment, vous étiez gentil. Si vous ignoriez une facture, elle cessait d'exister. Nous avions tourné autour de la question des finances pendant des années. Cela a commencé petit. Un acompte pour le lieu de son gala de printemps qu'elle devait verser d'urgence parce que ses propres virements étaient bloqués dans les terres. Je le couvrais. Elle me remboursait 3 semaines plus tard, généralement après que j'ai dû le demander 2 fois. Oh, Liana, disait-elle, agitant une main ornée d'un diamant que je soupçonnais d'être assuré pour plus que ma voiture. Ne sois pas si mesquine. Tu sais que je suis solvable. Nous sommes une famille. On ne compte pas les centimes. Mesquine. C'était son mot. Si je demandais un reçu, j'étais mesquine. Si je demandais pourquoi une note de dîner pour 4 personnes était de $800, j'étais mesquine. Elle utilisait la générosité comme une arme pour faire de ma littératie financière un défaut de caractère. Pour maintenir la paix, et parce que j'aimais Evan et que je voulais croire que nous étions une équipe, j'avais fait des compromis. Il y a 2 ans, j'ai autorisé une carte supplémentaire pour Evan. Ce n'était pas la carte noire principale. C'était une carte de voyage liée au compte principal mais avec une surveillance plus stricte. C'est pour les dépenses professionnelles, lui avais-je dit, assise à l'îlot de cuisine même où je venais de tout annuler. Hôtel, vol, dîner avec des clients. Si quelque chose dépasse $2000, nous en discutons d'abord. Envoie-moi un message, appelle-moi, fais-le-moi savoir. Evan m'avait embrassé le front, arborant ce sourire gagnant. Bien sûr, chérie. Tu es la patronne. J'en ai juste besoin pour les points. Nous pourrons utiliser les miles pour des vacances. Il avait accepté, mais il avait accepté verbalement. Et dans mon domaine, un accord verbal ne vaut absolument rien. Je suis sorti de la cuisine et je suis allé dans le petit bureau que j'avais aménagé dans la 2e chambre. L'adrénaline de l'appel téléphonique avec la banque commençait à se transformer en un œuf froid et dur dans mon estomac. Je devais comprendre la mécanique de ce qui venait de se passer. Je me suis assise à mon bureau et j'ai allumé mon ordinateur portable. L'écran s'est illuminé, éclairant les piles de dossiers bien rangés et les 2 moniteurs. C'était mon domaine. C'était là que les faits vivaient. L'agent de la banque avait mentionné un document spécifique. Procuration, mise à jour il y a 2 jours. J'ai fermé les yeux, et le souvenir m'a frappé avec la force d'un coup physique. Il y a 6 mois, c'était en février. Nous avions eu une tempête de verglas qui avait recouvert Cedar Harbor d'une couche de glace traîtresse. J'avais glissé sur les marches de notre immeuble. Un simple accident, mais la chute avait été brutale. Une fracture ouverte de la cheville et une grave commotion cérébrale. Je me souviens de m'être réveillé dans la chambre d'hôpital. La lumière était trop vive. Ma tête me semblait remplie de coton et de verre brisé. Evan était là, l'air pâle et inquiet, me tenant la main. Mais Marjorie était là aussi. Elle portait un manteau en poil de chameau et avait l'air remarquablement bien mise pour quelqu'un visitant une unité de traumatologie. Elle avait apporté des fleurs, des lys, qu'elle savait me faire éternuer, dans un dossier manille. « Repose-toi, ma chérie, avait-elle dit, sa voix apaisante. Evan est perdu. Le pauvre. Il ne sait pas où sont les cartes d'assurance. Il ne sait pas comment accéder au portail de facturation médicale. Je peux m'en occuper, avais-je marmonné, mes mots indistincts à cause des analgésiques. Absolument pas, avait dit Marjorie. Elle a ouvert le dossier. J'ai demandé au notaire de la famille de rédiger une procuration limitée temporaire juste pour la facturation médicale et les dépenses essentielles du ménage pendant ta convalescence. Cela permet à Evan de signer pour l'assurance et de garder les lumières allumées. Tu sais comment il est avec la paperasse. Il gèlera dans le noir sans toi. Elle avait raison.
Evan était inutile en matière d'administration. Si j'étais hors service pendant des semaines, les factures ne seraient pas payées. J'ai regardé Evan. Il a hoché la tête, l'air pathétique et impuissant. Ça aiderait vraiment, Lee, avait-il dit. Je ne veux pas gâcher ton crédit. Alors, j'ai signé. Je me souviens que le stylo semblait lourd, comme un poids de plomb dans mes doigts maladroits. Je me souviens du crissement de la plume sur le papier. Mais surtout, je me souviens des yeux de Marjorie. Elle ne regardait pas mon plâtre. Elle ne regardait pas le moniteur cardiaque. Elle regardait la pointe du stylo toucher le papier avec une intensité concentrée et prédatrice. Ce n'était pas le regard d'une mère qui aide. C'était le regard d'un prospecteur qui revendique un terrain. C'était le regard de quelqu'un qui venait d'acquérir un nouvel actif. J'ai chassé le souvenir et me suis concentré sur le présent. Je me suis connecté à mon compte de messagerie principale. Je suis allé dans la barre de recherche et j'ai tapé autorisation. Les résultats sont apparus instantanément. La plupart étaient d'anciennes vérifications de connexion, des codes d'authentification à 2 facteurs. Mais là, en haut de la liste, se trouvait un courriel de la banque daté d'il y a 48 heures. Objet, téléchargement de documents de compte réussi. Je ne l'avais pas vu. J'avais été en réunion d'évaluation des risques consécutive pour l'acquisition d'une plus petite entreprise. Je l'avais marqué comme lu lors d'une purge massive de notifications, supposant qu'il s'agissait d'une mise à jour de politique de routine. J'ai ouvert le courriel. Chère Madame Aberton, ce courriel a pour but de confirmer que nous avons reçu et traité le formulaire de demande de carte supplémentaire et la documentation de procuration jointe. La nouvelle carte pour Monsieur Whitlock a été expédiée à l'adresse enregistrée. J'ai cliqué sur la pièce jointe. C'était un PDF d'un formulaire de demande. Mes yeux ont parcouru le document. C'était une demande d'émission d'une carte Onyx sans restriction à Marjorie Whitlock. La case de la limite de dépenses était cochée, aucune limite prédéfinie. Et en bas, il y avait ma signature. Je me suis penché plus près du moniteur, la lumière bleue se reflétant dans mes yeux. Je connaissais ma signature. Je connaissais la façon dont la boucle du L traînait légèrement quand j'étais pressé. Je connaissais la pointe acérée que je mettais sur le T. Cette signature était la mienne, mais elle ne l'était pas. Elle était trop lisse. Elle manquait du tremblement microscopique d'une main déplaçant un stylo sur du papier ou même un stylet sur une tablette. La pression était uniforme sur chaque trait. Il n'y avait aucune variation dans la densité de l'encre. J'ai ouvert une deuxième fenêtre et j'ai affiché le PDF de la procuration que j'avais signée à l'hôpital il y a 6 mois, celle que Marjorie avait gardée pour ses dossiers. J'ai placé les 2 fenêtres côte à côte. J'ai pris une capture d'écran de la signature de l'hôpital. J'ai pris une capture d'écran de la signature de la demande de carte de crédit. Puis je les ai superposées dans un programme de retouche d'images. Elles étaient identiques. Pas similaires, identiques. Aucun être humain ne signe son nom exactement de la même manière 2 fois. L'angle varie. La vitesse varie. Mais ces 2 images s'alignaient pixel pour pixel. Le début du L, la barre du T, la ligne finale du N. C'était un travail de copier-coller. Quelqu'un avait pris un scan haute résolution du document légitime que j'avais signé à l'hôpital, avait extrait la signature et l'avait collé numériquement sur la demande de carte de crédit. Et parce que la banque avait la procuration originale dans ses dossiers, celle que j'avais signée sous l'effet des médicaments, ils ont accepté la signature numérique comme vérification valide. C'était une boucle parfaite et fermée de fraude. Mon cœur ne battait plus la chamade. Il avait ralenti pour devenir un battement lourd et délibéré. Ce n'était pas juste Marjorie qui empruntait de l'argent. Ce n'était pas Evan qui oubliait les règles. C'était une falsification. C'était une usurpation d'identité. C'était un crime. J'ai regardé le champ de l'adresse sur la demande. La carte n'avait pas été envoyée à notre appartement à Cedar Harbor. Elle avait été expédiée à une adresse résidentielle à Brighton Glen, la maison de Marjorie. Je me suis rassise dans ma chaise. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du disque dur. J'ai pensé à l'appel téléphonique que j'avais ignoré. J'ai pensé aux messages textes qui s'accumulaient sur mon téléphone. Evan prétendait être en réunion avec les associés. Marjorie prétendait faire partie de la famille. Mais la famille ne photoshop pas votre signature sur une demande bancaire. La famille n'attend pas que vous soyez submergé de travail pour glisser une responsabilité à 5 chiffres au-delà de vos défenses.
J'ai regardé la date de téléchargement du document. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'étais tard au bureau. Evan était à la maison. Il avait accès à mon ordinateur portable, s'il connaissait le mot de passe. Ou peut-être que Marjorie l'avait scanné elle-même et l'avait envoyé par courriel. Peu importait qui avait cliqué sur la souris. Ce qui importait, c'était la conspiration. Ils avaient planifié cela. Ils en avaient discuté. Ils avaient décidé que mes limites étaient un inconvénient qui pouvait être contourné avec un peu de retouche numérique. J'ai repris mon téléphone. L'écran était sombre. Je ne l'ai pas déverrouillé. Je l'ai juste tenu, sentant le poids de l'appareil. Marjorie m'avait traité de mesquine. Elle m'avait traité de contrôlante. Elle était sur le point de découvrir que j'étais bien pire que cela. J'étais une gestionnaire de risque qui venait de découvrir une vulnérabilité critique dans le système. Et quand vous trouvez une vulnérabilité, vous ne la corrigez pas seulement. Vous enquêtez sur la façon dont elle est apparue. J'ai regardé la ligne de l'utilisateur autorisé une fois de plus. Monsieur Whitlock. Mais qui avait soumis le fichier? Le journal de la banque montrait que le téléchargement provenait d'une adresse IP spécifique. J'ai ouvert l'invite de commande sur mon ordinateur. Je devais savoir d'où provenait cette demande. Était-ce de mon réseau domestique? Était-ce de la maison de Marjorie? Ou était-ce d'un tout autre endroit? J'ai tapé une requête pour voir les journaux d'accès détaillés de mon stockage en nuage, qui étaient liés au compte bancaire pour la sauvegarde des documents. S'ils avaient accédé au PDF original pour copier la signature, ils auraient laissé une empreinte numérique. Une liste d'heures d'accès a défilé sur l'écran. Utilisateur, Evan-Baum-iPad. Heure, mardi, 2h15 du matin. Il y a 2 nuits, pendant que je dormais dans la chambre d'à côté. Evan. Evan avait pris la signature. Evan l'avait aidé. J'ai refermé le couvercle de l'ordinateur portable. Le claquement a résonné dans la pièce silencieuse comme un coup de feu. Je me suis levé et je suis retourné dans la cuisine. Le lave-vaisselle avait terminé son cycle. Le voyant de propreté était vert. Mon mari m'avait trahi. Il ne s'était pas contenté de suivre. Il avait été le technicien. Il avait utilisé son accès, ma confiance et mon sommeil pour donner à sa mère les clés de ma vie financière. J'ai regardé les notes sur le frigo. Une liste de courses de l'écriture désordonnée d'Evan. Café, lait d'amande, vin. J'ai retiré l'aimant du frigo. Le papier a volé jusqu'au sol. Je n'allais pas les rappeler. Pas encore. Ils paniquaient en Europe, coincés avec une carte refusée et une facture d'hôtel qu'ils ne pouvaient pas payer. Ils attendaient que je règle le problème. Ils s'attendaient à ce que je cède. Je me suis dirigé vers la poubelle et j'ai appuyé sur la pédale. Le couvercle s'est levé. Je n'avais rien à régler. La beauté d'une défaillance de système, c'est que parfois, la seule façon de corriger l'erreur est de laisser le tout s'effondrer. Mais avant de laisser tout brûler, je devais savoir une chose de plus. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert le dossier intitulé « Déclaration de revenus ». Je devais voir exactement jusqu'où allait la pourriture. S'ils avaient falsifié une signature pour une carte de crédit, sur quoi d'autre avaient-ils signé mon nom? La question n'était plus seulement un pourquoi. La question était qui d'autre était dans le coup? Et alors que je tendais la main vers la pile de papier, mes yeux sont tombés sur un reçu qui avait glissé derrière le bureau. Un reçu pour un service de messagerie daté de 3 jours, adressé à un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. Pourquoi Evan envoyait-il des documents à un avocat 3 jours avant de partir pour l'Europe? J'ai ramassé le reçu. Le destinataire n'était pas un avocat d'affaires. C'était un cabinet spécialisé en planification successorale familiale et en garde d'enfants. Nous n'avions pas d'enfants. J'ai fixé le papier. Le froid dans ma poitrine s'est transformé en glace. Ils ne volaient pas seulement de l'argent. Ils se préparaient à quelque chose. Et je venais de couper leur financement avant qu'ils ne puissent terminer le travail. Je suis resté assise dans mon bureau, la lueur des moniteurs peignant ma peau d'un bleu froid et artificiel. Mes mains étaient stables maintenant. Le choc initial de l'annulation s'était évaporé, remplacé par le bourdonnement froid et mécanique de ma formation professionnelle. En gestion des risques, nous avons un dicton, l'intuition n'est qu'un voyant d'avertissement, mais les données sont le lieu de l'accident. On ne construit pas un dossier sur un sentiment. On le construit sur des reçus.
J'ai pris le téléphone et j'ai de nouveau composé la ligne de conciergerie de la banque. Je ne voulais pas parler à un généraliste. J'avais besoin d'un spécialiste des transactions. Ici Sarah, du bureau Platine, a répondu la voix. Je vois que vous avez un ticket ouvert concernant l'annulation. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin du descripteur complet du commerçant pour la transaction refusée à Vienne, ai-je dit, ma voix plate. Pas seulement le nom de l'hôtel. J'ai besoin de l'entité juridique, de l'horodatage de la transaction, et de l'identifiant du terminal de point de vente, si vous l'avez. Un instant. J'ai entendu le cliquetis des touches. D'accord. Le commerçant est Impérial Hôtel Austria GmbH. La tentative de transaction a été enregistrée à 19h14, heure d'Europe centrale. C'était une transaction avec carte présente, ce qui signifie que la carte physique a été insérée dans un lecteur de puce à la réception. 19h14, ai-je répété. Merci. J'ai raccroché et j'ai regardé l'horloge sur mon mur. Vienne avait 6 heures d'avance. Cela signifiait qu'il s'enregistrait juste après 7 heures du soir. J'ai ouvert un nouvel onglet sur mon navigateur et j'ai affiché le calendrier Google partagé que je tenais avec Evan. Il était codé par couleur, bleu pour lui, vert pour moi, jaune pour les obligations communes. J'ai fait défiler jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il y avait un bloc de temps bleu intitulé Dîner client, nouveau prospect. J'ai cliqué sur l'historique des modifications de l'événement. Evan n'était pas un homme soucieux des détails. Il mettait généralement les choses dans le calendrier une fois et les oubliait. Mais cette entrée avait été modifiée. Créée hier, 9h du matin. Modifiée aujourd'hui, 10h30 du matin, heure changée de 18h à 19h. Modifiée aujourd'hui, 14h, lieu supprimé. Modifiée aujourd'hui, 16h, note ajoutée, téléphone éteint pendant la présentation. 3 modifications en 24 heures. Un menteur ajuste son histoire à mesure que l'échéance approche. Il modifiait le calendrier pour s'acheter une fenêtre de silence. La note téléphone éteint était la dernière brique du mur, garantissant que je ne paniquerais pas quand il ne répondrait pas à mes appels pendant qu'il embarquait dans un avion. J'ai réduit le calendrier et ouvert mon client de messagerie. J'ai une règle concernant les courriels, vérifier le dossier des indésirables toutes les 48 heures. Les algorithmes sont intelligents, mais ils confondent souvent les confirmations automatisées haut de gamme avec du courrier indésirable. J'ai cliqué sur l'indésirable. Il était là. Enterré entre l'offre d'un démarcheur pour des compléments d'amélioration masculine et un code de réduction pour des meubles de terrasse se trouvait un courriel de service de conciergerie, l'Impérial. L'objet était « Confirmation de votre forfait d'arrivée romantique ». Mon doigt a plané au-dessus de la souris. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je voulais fermer l'ordinateur portable, aller me coucher et me réveiller dans un monde où mon mari était juste incompétent, pas malveillant. Mais je ne suis pas une femme qui regarde ailleurs. J'ai cliqué. Cher monsieur ROR, nous sommes ravis de confirmer que la bouteille de Dom Pérignon 2012 et l'arrangement de pivoine blanche demandé pour la suite Pantoux seront mis en place avant votre arrivée. Nous avons noté qu'il s'agit d'une occasion spéciale pour vous et votre invité. Invité, au singulier. Pivoine blanche. Mon souffle s'est coupé. Les pivoines étaient mes fleurs préférées. Evan le savait. Il m'avait envoyé des pivoines blanches pour notre 5e anniversaire. Le fait qu'il commande exactement les mêmes fleurs pour quelqu'un d'autre était une forme de cruauté spécifique. C'était efficace. Il n'avait même pas eu à penser à un nouveau geste romantique. Il avait simplement recyclé celui qui avait fonctionné sur moi. Mais qui était l'invité? Le courriel ne le disait pas. Il disait juste, Monsieur ROR est son invité. J'ai fait pivoter ma chaise. Sur l'étagère derrière moi se trouvait le vieil iPad Pro d'Evan. Il était passé à un modèle plus récent il y a 2 mois et avait jeté celui-ci sur l'étagère, prétendant qu'il l'effacerait plus tard. Il ne l'a jamais fait. J'ai attrapé la tablette. La batterie était morte. Je l'ai branchée au chargeur sur mon bureau et j'ai attendu. L'écran s'est allumé avec une icône de batterie rouge. J'ai tapoté des doigts sur le bureau, comptant les secondes. 1, 2, 3. Elle a démarré. J'ai tapé son code d'accès, 11 19 89. Son année de naissance. Evan n'était pas un homme complexe. L'appareil s'est connecté au Wi-Fi et a immédiatement commencé à se synchroniser. J'ai regardé la petite roue qui tournait dans le coin. Je ne suis pas allé dans ses messages.
S'il était intelligent, il aurait supprimé les conversations. Je suis allé à l'application Fichier. Evan utilisait le nuage pour transférer des documents entre son téléphone et son ordinateur portable, et l'iPad faisait toujours partie de cet écosystème. J'ai tapé sur récent. Un PDF est apparu. Téléchargé il y a 6 heures. Billet Eurorail, première classe. Je l'ai ouvert. 2 billets de Vienne à Prague. Départ dans 2 jours. Passager 1, Evan ROR. Passager 2, Tessaval. Je me suis figé. Le nom n'était pas nouveau. Ce n'était pas une inconnue. Ce n'était pas une femme quelconque qu'il avait rencontrée dans un bar. Tessaval. Mon esprit est retourné à 3 mois en arrière. Le gala de charité du printemps de Brighton Glen. Je portais une robe bleu marine qui me semblait trop serrée. Marjorie tenait la cour près des tables de la vente aux enchères silencieuses, entourée de ses sycophantes. Liana, ma chérie, avait crié Marjorie, me faisant signe de venir. Tu dois rencontrer Tessa. C'est une véritable magicienne des relations publiques. Elle conseille la fondation cette année. Elle va nous faire connaître. Je me souviens d'une femme qui s'est retournée. Elle était plus jeune que moi, peut-être 28 ans. Elle avait des cheveux sombres et brillants et un sourire qui semblait répéter devant un miroir. Elle m'avait serré la main avec une poigne étonnamment ferme. C'est un grand plaisir de rencontrer la femme dans l'ombre, avait dit Tessa. Marjorie parle constamment de vos compétences organisationnelles. La femme dans l'ombre. Je l'avais pris comme un compliment à l'époque. Maintenant, en voyant son nom sur un billet de train à côté de celui de mon mari, je réalisais que c'était une démarcation. J'étais le personnel. Elle était le talent. Et Marjorie le savait. La prise de conscience m'a frappé plus durement que la facture de carte de crédit. Marjorie n'avait pas seulement couvert Evan. Elle les avait présentés. Elle avait amené cette femme dans notre orbite, l'avait légitimée, et avait probablement encouragé les sessions de consultation et qui se sont transformées en déjeuner, qui s'est transformé en ceci. J'ai senti une vague de nausée, mais je l'ai ravalée. J'ai pris mon téléphone et j'ai navigué jusqu'au message vocal que Marjorie m'avait laissé plus tôt, celui où elle me réprimandait pour avoir annulé la carte. J'ai porté le téléphone à mon oreille et j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas écouté ces mots cette fois. J'ai écouté la pièce dans laquelle elle se trouvait. Liana, ma chérie, tu viens de faire quelque chose de très terrible. Derrière sa voix, il y avait le bourdonnement ambiant d'une pièce à haut plafond. J'ai entendu le tintement distinct d'un ascenseur qui arrivait. J'ai entendu le cliquetis des couverts et de la vaisselle. Et puis, juste pour une fraction de seconde dans la pause entre les phrases de Marjorie, je l'ai entendu. Un rire. C'était un rire bas et résonnant. Il partait de la poitrine et se terminait par une inspiration brusque. C'était le rire d'Evan. Mais ce n'était pas le rire fatigué et distrait qu'il me donnait quand nous regardions la télévision. C'était son rire gagnant. Le rire qu'il utilisait quand il concluait une affaire. Le rire qu'il utilisait quand il essayait de charmer quelqu'un pour obtenir ce qu'il voulait. Et puis une voix de femme, faible mais distincte, perçant le bruit de fond. Ne t'inquiète pas, Marge. Laisse-le s'en occuper. Marge. Tessa va l'appeler ma belle-mère Marge. Je n'avais même pas été autorisé à l'appeler Marjorie avant que nous soyons mariés depuis 2 ans. Avant cela, c'était Madame Whitlock. J'ai ouvert les yeux. Le bureau avait la même apparence, mais le monde avait basculé sur son axe. Ce n'était pas une liaison. C'était un coup d'État. Ils étaient tous là ensemble, Evan, sa maîtresse, et sa mère, dépensant mon argent, buvant mon champagne, et riant de la façon dont j'allais tout payer. Je suis retourné sur le site de la banque. Je devais voir la structure de la fraude. J'ai navigué jusqu'au détail de la carte supplémentaire, celle que j'avais annulée. J'ai cliqué sur l'information du titulaire de la carte. Le nom sur la carte était Monsieur Whitlock. Mais le surnom du compte, l'étiquette interne utilisée pour trier les dépenses, était différent. Surnom, Voyage ROR. Donc, ils avaient l'intention qu'Evan l'utilise. Marjorie n'était que le véhicule pour obtenir l'approbation parce que son nom figurait sur la procuration. J'ai regardé l'adresse de facturation de la nouvelle carte. 12 Oak Lane, Brighton Glen. La maison de Marjorie. Bien sûr. Il ne pouvait pas faire envoyer la carte physique à notre appartement. J'aurais vu l'enveloppe. Alors,
ils l'ont acheminé chez elle. Elle l'a reçu, l'a activé, et l'a probablement donné à Evan avant qu'il ne monte dans l'avion. C'était une conspiration logistique. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté l'iPad à travers la pièce. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai simplement nommé chronologie. J'ai pris une capture d'écran de la transaction bancaire, je l'ai glissée dans le dossier. J'ai pris une capture d'écran de l'historique des modifications du calendrier, je l'ai glissé dans le dossier. J'ai imprimé le courriel de la conciergerie en PDF, je l'ai glissé dans le dossier. J'ai exporté le fichier du billet de train, je l'ai glissé dans le dossier. J'ai téléchargé le fichier audio du message vocal, je l'ai glissé dans le dossier. Chaque fichier était un clou dans un cercueil dont il ne savait même pas qu'il était en construction. Mon téléphone a vibré sur le bureau, un message texte. J'ai regardé l'écran. C'était encore Marjorie. Liana, arrête de jouer. C'est un malentendu. Je m'occupe de la facture pour le moment. Nous discuterons de ton comportement à notre retour. Ne fais pas de scène. Ne fais pas de scène. C'était sa plus grande peur. Pas l'immoralité, pas le vol, mais une scène. Elle voulait que je me taise. Elle voulait que j'avale l'humiliation pour qu'elle puisse maintenir la façade de la famille parfaite. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé l'écran s'éteindre. Soudain, le téléphone a sonné, une sonnerie standard, pas le carillon spécifique que j'avais assigné à la famille. Je l'ai pris. Ici Liana. Madame Aberton, ici David de l'unité des enquêtes sur la fraude de la banque. Je fais suite à votre appel au service de conciergerie. Oui, ai-je dit. J'ai examiné l'activité du compte et les journaux de téléchargement de documents que vous avez signalés, a dit David. Sa voix était grave. Nous avons détecté une anomalie. L'adresse IP utilisée pour télécharger le document de procuration correspond à une IP résidentielle à Brighton Glen, mais les métadonnées de la signature numérique suggèrent que le fichier image provient d'un scan créé il y a 6 mois. Il semble s'agir d'une image dupliquée superposée sur un nouveau document. Il a fait une pause, attendant que je réagisse. Je sais, ai-je dit. Madame Aberton a poursuivi David, cela constitue une fausse déclaration matérielle. Utiliser une signature recyclée pour autoriser une ligne de crédit sans le consentement direct du titulaire principal du compte est une violation de nos conditions de service et, franchement, c'est une fraude. Comme le montant tenté était supérieur à 4 000 $, cela déclenche un examen automatique. Il a pris une inspiration. Nous pouvons traiter cela comme un différend familial et simplement garder le compte fermé, a-t-il dit. Ou, si vous déclarez que vous n'avez pas autorisé cet usage, nous pouvons ouvrir une enquête formelle pour fraude. Cela impliquerait des rejets de débit auprès des commerçants, un signalement permanent sur les profils de crédit des utilisateurs non autorisés, et un numéro de référence de rapport de police.